Le silence d'un cimetière privé n'est jamais vraiment total. Il est fait de 1000 petits bruits qui accentuent la solitude. Julien de Vigny ne sentait plus le froid de la pluie fine qui s'écrasait sur ses épaules, imprégnant son manteau de laine coûteux. Devant lui, le marbre blanc de la sépulture de sa sœur unique, Clara, brillait sous la lueur grise d'un crépuscule qui refusait de s'éteindre. Un an jour pour jour que la lumière s'était éteinte dans la demeure familiale, laissant Julien seul avec une fortune immense et un deuil inachevé. L'accident de voiture avait été d'une violence inouïe, un choc frontal sur une route de Corniche qui n'avait laissé aucune chance à la jeune femme. Le cercueil avait été scellé immédiatement, pour des raisons sanitaires, disait-on, empêchant Julien de poser un dernier regard sur le visage de celle qu'il aimait tant. Il était resté là, debout, cherchant un sens à ce silence de pierre, quand une silhouette s'est détachée de l'ombre des cyprès centenaires. Elle n'appartenait pas à ce monde de soie, de cuir et d'acier brossé où Julien avait toujours évolué. C'était une femme jeune, mais dont le visage portait les stigmates d'une fatigue que le sommeil ne suffit plus à effacer. Élise tenait fermement la main de son fils de 5 ans, un petit garçon aux yeux trop grands pour son visage pâle, qui regardait Julien avec une curiosité silencieuse. Elle ne portait pas de fleurs, pas de couronne de deuil, mais un dossier jauni, serré contre sa poitrine, comme un bouclier sous son manteau usé. Les gardes du corps de Julien, postés à une distance respectueuse, s'apprêtaient à intervenir pour écarter cette intruse de l'espace sacré de la famille. D'un simple geste de la main, Julien les fit reculer, intrigué par la détermination calme qui émanait de cet inconnu. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, n'était qu'un souffle glacé, mais elle possédait la précision chirurgicale d'un scalpel s'enfonçant dans une plaie ouverte. « Ne pleurez pas, monsieur de Vigny, la tombe est vide, elle est partie avec », murmura-t-elle sans baisser les yeux. Le millionnaire se figea, le sang semblant se transformer en plomb dans ses veines, face à cette accusation qui défiait toute logique. Dans ce milieu de haute finance et de secrets bien gardés, on ne lance pas de telles bombes sans une motivation financière ou une haine profonde. Pourtant, Élise ne demandait rien. Elle ne tendait pas la main pour une aumône. Elle tendait simplement un document qui allait tout changer. C'était une copie de l'ordre de mise en bière, un document administratif banal en apparence, mais qui recelait un secret terrifiant. Julien, habitué à décrypter les contrats les plus complexes en quelques secondes, remarqua immédiatement l'anomalie qui hurlait sur le papier. Le sceau du médecin légiste était daté de 3 heures avant l'heure officielle du décès mentionnée sur le certificat de décès de sa sœur. Une erreur administrative était impossible pour une famille capable d'acheter le silence d'un hôpital entier ou de faire plier des ministres. Le véritable testament de Clara était peut-être enterré ailleurs, mais Julien sentait désormais que ce n'était pas sous cette dalle de marbre. Quelqu'un avait payé très cher pour que le silence devienne la loi absolue autour de cette disparition prématurée. Si cette quête de vérité au cœur des secrets les plus sombres de l'élite vous captive, si vous croyez que personne n'est au-dessus des lois, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune révélation de cette affaire. Élise, ancienne aide-soignante, licenciée pour une faute qu'elle n'avait jamais commise, possédait une arme redoutable, une mémoire eidétique. Elle se souvenait de chaque minute, de chaque seconde de cette nuit-là, comme si elle revivait une scène de film gravée à l'acide dans son esprit. Elle se souvenait du visage du chauffeur qui avait apporté le corps, un homme dont les traits ne correspondaient en rien à celui déclaré à la police. Mais surtout, elle se souvenait des derniers mots que Clara avait murmurés dans un souffle, juste avant que le rideau noir ne tombe sur sa conscience. L'enterrement n'était qu'une mise en scène macabre, une clause secrète d'un contrat plus vaste dont Julien ignorait tout jusqu'à ce soir. Le millionnaire sentit le piège se refermer sur lui, non pas celui tendu par cette femme, mais celui construit par sa propre famille. Si la tombe était vide, où était le corps de Clara, et quel genre de monstre pouvait simuler la mort d'une jeune femme de 26 ans? Et surtout, pourquoi le cabinet d'avocats de la famille, dirigé par le redoutable maître Arnaud, avait-il insisté pour une crémation immédiate qui finalement n'avait jamais eu lieu? La tension monta encore d'un cran, lorsque Julien, poussé par un instinct de survie, tenta de vérifier le registre officiel du cimetière. Il utilisa son autorité et son nom pour forcer la porte du gardien, exigeant de voir le grand livre des inhumations de l'année précédente. Lorsqu'il parvint enfin à la date du 14 novembre, ses doigts s'arrêtèrent sur une irrégularité qui lui fit monter la nausée aux lèvres.
La page du 14 novembre avait été soigneusement découpée, un retrait de dossier systématique effectué avec une précision de rasoir. Quelqu'un effaçait les traces en temps réel, quelqu'un qui avait toujours une longueur d'avance et qui surveillait chaque mouvement de l'héritier. Élise sortit alors sa dernière carte de sa poche, une photo prise avec son téléphone, floue et mal cadrée, mais d'une importance capitale. On y voyait une ambulance privée quittant la morgue par la porte de service, 1 heure seulement après l'annonce officielle de la mort de Clara. Sur la plaque d'immatriculation, Julien reconnut les initiales d'une société écran liée directement à la holding familiale qu'il dirigeait. À ce moment précis, Julien cessa d'être une victime en deuil pour devenir un prédateur, animé par une colère froide et dévastatrice. Il comprit que pour obtenir la vérité, il allait devoir utiliser ses propres ressources pour contourner le système qu'il avait lui-même financé pendant des années. Il commença à assembler les pièces du puzzle, découvrant que sa sœur avait mis au jour un scandale de détournement de fonds massifs. Ce n'étaient pas des étrangers qui l'avaient trahi, mais ses propres oncles, ceux qui l'embrassaient lors des dîners de famille. L'accident n'était qu'une exécution déguisée, et la disparition du corps une nécessité absolue pour masquer l'absence d'impact mortel lors d'une autopsie sérieuse. Mais le système n'allait pas se laisser démonter si facilement, et il avait déjà commencé à s'attaquer au maillon le plus faible, Élise. Depuis qu'elle avait commencé à poser des questions, des hommes en costume sombre rôdaient autour de son petit appartement de banlieue. On avait tenté de la faire passer pour une déséquilibrée, une femme cherchant à extorquer de l'argent aux millionnaires par le biais d'un chantage odieux. Mais les détails qu'elle fournissait étaient trop précis, trop vérifiables pour être l'invention d'un esprit dérangé par la misère. Elle connaissait l'existence d'une cicatrice en forme de croissant de lune sur l'épaule de Clara, une marque que seule la famille proche connaissait. Cette marque était mentionnée dans un rapport médical raturé qu'elle avait réussi à photographier avant d'être brutalement licenciée de l'hôpital. L'ascension vers la vérité allait être méthodique, mais Julien savait que chaque pas le rapprochait d'un danger de plus en plus palpable. Il organisa une exhumation sous une ordonnance judiciaire obtenue en secret auprès d'un juge de province, loin de la zone d'influence de ses oncles. Le soir de l'exhumation, l'air était si lourd qu'il semblait impossible de respirer, alors que le treuil commençait à soulever le couvercle de chêne. Le grincement du bois contre le métal résonnait comme un cri de protestation dans le silence oppressant du cimetière endormi. Lorsque le couvercle fut enfin retiré, le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quelle explosion. À l'intérieur, il n'y avait pas de restes humains, pas de vêtements de soie, pas de bijoux de famille pour accompagner Clara dans l'au-delà. Il n'y avait que des sacs de sable, empilés avec cynisme pour simuler le poids d'un être humain lors de la cérémonie funéraire. Le choc initial laissa place à une colère si pure que Julien sentit ses mains se fermer en pointe, ses ongles s'enfonçant dans sa propre chair. Où était Clara? Et si elle n'était pas dans ce cercueil, était-il possible qu'elle soit encore en vie, prisonnière d'un cauchemar orchestré par son propre sang? Julien de Vigny fixait ses mains souillées par ce sable grisâtre, une poussière d'indifférence qui remplaçait le corps de sa propre chair. Chaque grain qui glissait entre ses doigts était une insulte, une preuve matérielle que son deuil n'était qu'une mise en scène orchestrée par ceux qu'il appelait ses proches. Le juge de province, un homme d'ordinaire imperturbable, détourna le regard, incapable de soutenir le silence assourdissant qui émanait du cercueil ouvert. Le vent s'était levé, faisant gémir les branches des cyprès, comme si la nature elle-même protestait contre ce sacrilège organisé. Julien se demanda combien de fois il était venu se recueillir devant ce monument de marbre, pleurant une absence qui était en réalité une disparition forcée. Mais le pire n'était pas cette tombe vide, c'était la sensation d'être observé depuis l'obscurité dense qui bordait l'enceinte du cimetière. Le téléphone de Julien vibra brusquement dans sa poche, le sursaut qui lui manqua de lui faire perdre l'équilibre sur le sol meuble. C'était un numéro masqué, mais il n'avait pas besoin d'identification pour savoir qui l'appelait à une heure aussi indue, sur les lieux mêmes de son crime de vérité. La voix de Maître Arnaud, l'avocat historique de la famille, résonna avec une onctuosité venimeuse qui fit frissonner Julien plus sûrement que la pluie. « Julien, mon garçon, vous jouez à un jeu dangereux, et les règles de ce jeu ne sont pas écrites pour les idéalistes, » murmura la voix à l'autre bout du fil. L'avocat ne demandait pas ce qu'il faisait au cimetière, il affirmait qu'il savait, prouvant que la surveillance de la famille n'avait jamais cessé.
Julien raccrocha sans répondre, mais le message était clair. La guerre n'était plus larvée, elle venait de devenir frontale et impitoyable. À ses côtés, Élise serra plus fort la main de son fils, sentant l'étau se resserrer autour d'eux, elle qui n'était qu'un témoin gênant dans un monde de géants. Elle savait que son existence même était devenue une menace pour l'ordre établi des Devigny et que sa sécurité ne tenait plus qu'à un fil. Julien la regarda, et pour la première fois, il ne vit pas une étrangère, mais la seule alliée capable de l'aider à naviguer dans ce labyrinthe de mensonges. Le retour vers la ville se fit dans un silence pesant, interrompu seulement par le rythme monotone des essuie-glaces qui luttaient contre l'averse. Chaque phare de voiture qui les suivait dans le rétroviseur semblait être une menace, chaque ombre sur le bas-côté une possible embuscade. Julien se rendait compte que sa fortune, autrefois bouclier, était devenue une cible mouvante que ses propres oncles utilisaient contre lui. Arrivé devant le petit appartement d'Élise, ils découvrirent que le système avait déjà commencé son œuvre de destruction systématique. La porte d'entrée avait été forcée, non pas avec la brutalité d'un cambrioleur, mais avec la précision glaciale de professionnels qui ne cherchent rien d'autre qu'à intimider. À l'intérieur, les dossiers de l'ancienne aide-soignante avaient été éparpillés, mais un objet en particulier manquait à l'appel, un objet qu'Élise gardait précieusement. C'était le carnet de notes de Clara, un petit objet en cuir rouge qu'elle avait confié à Élise dans les derniers instants de sa présence à l'hôpital. Clara savait qu'elle ne pourrait pas garder ce carnet avec elle, qu'il contenait les preuves des détournements de fonds qui allaient causer sa perte. En volant ce carnet, les oncles de Julien pensaient avoir supprimé la dernière trace physique de leur trahison, mais ils ignoraient un détail crucial. Élise, grâce à sa mémoire édétique, avait déjà mémorisé chaque ligne, chaque chiffre, chaque nom de compte bancaire crypté inscrit dans ses pages. Elle était devenue le carnet, une archive vivante et indestructible que l'on ne pouvait pas simplement brûler dans une cheminée de luxe. Julien comprit alors que la vie d'Élise était désormais le seul rempart entre la vérité et l'oubli total de ce qui était arrivé à sa sœur. Si vous ressentez l'urgence de cette quête de justice, si vous pensez que les secrets de famille ne devraient jamais rester enterrés, inscrivez-vous au canal pour soutenir cette investigation. Le lendemain, la pression s'intensifia d'une manière que Julien n'avait pas prévue. Ses comptes bancaires furent gelés sous prétexte d'une enquête pour malversation. Le conseil d'administration, mené par son oncle aîné, avait lancé une offensive juridique pour le destituer de la présidence de la holding. On l'accusait d'instabilité mentale, citant son comportement erratique au cimetière comme preuve d'un effondrement psychologique lié au deuil. Il se retrouvait soudainement démuni, lui qui n'avait jamais eu à se soucier du prix d'une chambre d'hôtel ou d'un plein d'essence. Mais cette dépossession eut un effet inverse sur lui. Elle le libéra des chaînes dorées qui l'empêchèrent de voir la réalité de sa propre famille. Il se tourna vers les souvenirs d'Élise, cherchant dans le labyrinthe de sa mémoire le nom de cette clinique clandestine dont elle avait parlé. « Le repos de l'âme », murmura enfin Élise, les yeux clos, revivant l'instant où elle avait vu l'ambulance quitter la morgue cette nuit-là. Ce n'était pas une clinique médicale, mais une maison de convalescence isolée dans les Alpes, officiellement fermée pour rénovation depuis 3 ans. C'est là que les traces de Clara semblaient converger, dans ce lieu où le temps s'était arrêté pour masquer des activités inavouables. Julien ressentit une bouffée d'espoir mêlée d'une terreur pure. Si Clara était là-bas, dans quel état se trouvait-elle après 1 an de captivité? L'idée qu'elle ait pu être maintenue dans un état végétatif artificiel, simplement pour servir de signature vivante à des documents légaux, lui retournait l'estomac. Il devait agir vite, avant que Maître Arnaud et ses oncles ne décident de faire disparaître définitivement la pièce à conviction la plus gênante. Mais pour atteindre cette forteresse, il lui fallait plus que de la volonté. Il lui fallait un moyen d'infiltration que ses ennemis n'attendraient pas. C'est alors qu'Élise lui révéla une information qu'elle avait gardée pour elle jusqu'à cet instant, par peur de ne pas être crue. Elle n'était pas seulement l'aide-soignante de Clara cette nuit-là, elle était la seule personne à qui Clara avait confié une clé électronique. Cette clé, Clara l'avait dérobée dans le bureau de son oncle quelques jours avant l'accident, sentant que l'étau se resserrait autour d'elle. C'était une clé d'accès universel pour toutes les propriétés sécurisées de la holding, y compris celles qui n'apparaissaient sur aucun registre officiel.
Julien regarda le petit morceau de plastique comme s'il s'agissait du Graal, la seule arme capable de briser le mur de silence des de Vigny. La préparation du voyage vers les Alpes commença dans la précipitation, avec les moyens du bord, loin du luxe habituel de Julien. Ils durent changer de voiture 3 fois pour semer les poursuivants qui ne cessaient de rôder autour d'eux comme des loups affamés. Chaque kilomètre parcouru vers les montagnes était une plongée plus profonde dans l'inconnu, là où la loi des hommes laissait place à la loi du plus fort. Julien observait Élise dormir sur le siège passager, son fils blotti contre elle, et il réalisa l'immensité du sacrifice qu'elle faisait pour lui. Elle risquait tout, sa vie et celle de son enfant, pour une justice qui ne lui rapporterait rien d'autre que la tranquillité de sa conscience. C'était une leçon d'humanité que Julien n'avait jamais apprise dans les conseils d'administration ou les banquets mondains. Soudain, le GPS de la voiture commença à agir de manière erratique, les icônes sautant sur l'écran avant de s'éteindre complètement. Un brouilleur de signal était activé dans la zone, signe certain qu'ils approchèrent de leur destination et que leur arrivée n'était pas passée inaperçue. L'obscurité devint totale, les phares de la voiture ne perçant que quelques mètres de cette brume épaisse qui semblait vouloir les engloutir. Julien arrêta le moteur, le silence de la montagne retombant sur eux comme une chape de plomb, seulement troublée par le craquement du métal chaud. Devant eux, à travers le voile de brouillard, les contours de la clinique, le repos de l'âme, commençaient à se dessiner, sinistres et imposants. Aucune lumière ne filtrait des fenêtres, mais un léger vrombissement électrique indiquait que les systèmes de sécurité étaient en alerte maximale. Ils allaient devoir parcourir les derniers mètres à pied, dans le froid mordant, en espérant que la clé électronique de Clara fonctionne encore. Alors qu'ils s'apprêtaient à sortir du véhicule, un bruit de moteur puissant se fit entendre derrière eux, se rapprochant à une vitesse alarmante. Ce n'était pas une voiture ordinaire, mais un véhicule tout-terrain massif qui ne cherchait plus à se cacher, ses projecteurs de toit balayant la forêt. Le temps des secrets était terminé. La confrontation finale allait avoir lieu dans ce sanctuaire de l'oubli où Clara attendait peut-être encore son sauveur. Julien attrapa la main d'Élise et celle de l'enfant, les entraînant vers les fourrés sombres alors que le monstre d'acier surgissait de la brume. Qui était au volant de ce véhicule? Et combien d'autres étaient déjà en position pour les empêcher de franchir le seuil de la vérité? La neige commençait à se mêler à la pluie, transformant le sentier escarpé en un piège de boue et de glace sous les pieds de Julien. Derrière eux, le rugissement du moteur du tout-terrain se rapprochait, ses phares balayant la cime des sapins comme les yeux d'un prédateur affamé. Julien portait l'enfant d'Élise contre son torse, sentant le cœur du petit garçon battre à un rythme effréné contre ses propres côtes. Élise glissa sur une racine traîtresse, étouffant un cri de douleur alors que son genou heurtait brutalement le sol gelé de la montagne. Il n'avait plus le temps de se cacher. L'espace entre les arbres s'amenuisait, les forçant à se diriger droit vers l'enceinte grillagée de la clinique. Le portail de fer, surmonté de barbelés électrifiés, se dressait devant eux comme la mâchoire d'un monstre d'acier interdisant tout passage. Julien sortit la carte blanche de sa poche, ses doigts engourdis par le froid manquant de faire tomber l'unique objet capable de les sauver. Il l'approcha du lecteur, priant pour que le code n'ait pas été révoqué par ceux qui géraient ce sanctuaire de l'oubli depuis la ville. Pendant de longues secondes, rien ne se passa, le silence n'étant troublé que par le bruit de la neige qui s'écrasait sur le métal froid. Soudain, un clic mécanique résonna, suivi d'un sifflement hydraulique, et le portail commença à s'entr'ouvrir avec une lenteur exaspérante. Le véhicule tout-terrain déboucha au même moment dans la clairière, ses projecteurs de toit les inondant d'une lumière blanche aveuglante. Un homme en sortit, une silhouette massive dont le visage restait masqué par l'éclat des phares, tenant un objet long et sombre à la main. « Monsieur de Vigny, n'aggravez pas votre cas, cette femme vous manipule !» hurla l'homme, sa voix portée par le vent glacial de la montagne. Julien ne prit pas le temps de répondre. Il poussa Élise à travers l'ouverture du portail et s'y engouffra à son tour, juste avant qu'il ne se referme. Le choc du portail se verrouillant derrière eux fit vibrer le sol, les séparant temporairement de leurs poursuivants, mais les emprisonnant dans l'enceinte. Ils se trouvaient désormais dans un jardin à l'abandon, où les statues de pierre semblaient monter la garde sur des secrets vieux d'un siècle. Le bâtiment principal de la clinique s'élevait devant eux,
une structure de pierre grise, dépourvue de toute vie apparente, sauf pour une fenêtre au dernier étage. Là, derrière la vitre encrassée, Julien crut voir une lueur vacillante, le mouvement d'une ombre qui semblait appeler à l'aide dans le néant. Si vous ressentez le poids de cette trahison et que vous voulez voir la vérité triompher de l'ombre, inscrivez-vous au canal pour soutenir ce combat. Ils pénétrèrent dans le hall d'entrée, un espace vaste et glacial qui sentait l'antiseptique bon marché et la poussière accumulée par les années. Leurs pas résonnaient sur le marbre, avec une intensité qui semblait dénoncer leur présence à chaque recoin de ce labyrinthe médical. Julien sentit une vague de culpabilité le submerger, une amertume qui lui brûlait la gorge en pensant à sa propre naïveté de ces derniers mois. Comment avait-il pu croire aux paroles de Maître Arnaud? Comment avait-il pu accepter la mort de Clara sans exiger de voir son visage une dernière fois? Il s'était laissé bercer par le confort de sa fortune, préférant la douleur propre d'un deuil officiel à la laideur d'une vérité qu'il pressentait pourtant. Élise posa une main sur son bras, ses yeux montrant une compréhension profonde. Elle qui avait aussi été broyée par le système pour avoir voulu être honnête. Ce n'est pas le moment pour les regrets, Julien. Elle est ici, je le sens. Chaque fibre de mon corps me dit qu'elle respire encore, murmura-t-elle. Elle se dirigea vers le panneau de contrôle de l'ascenseur, utilisant à nouveau la clé de Clara pour déverrouiller l'accès aux étages supérieurs. L'ascension fut lente, chaque étage franchi semblant les éloigner un peu plus du monde des vivants pour les plonger dans les limbes de la famille de Vigny. Lorsqu'ils atteignirent le dernier niveau, les portes s'ouvrirent sur un couloir baigné d'une lumière artificielle crue, presque insoutenable après l'obscurité. Des caméras de surveillance fixées au plafond pivotèrent simultanément vers eux, leurs optiques rouges clignotant avec une régularité de métronome. Au bout du couloir, une porte double en acier brossé se dressait, la seule qui semblait entretenue et active dans tout le bâtiment. Julien s'approcha, son cœur frappant contre sa poitrine, comme s'il cherchait à s'échapper de sa cage thoracique avant la confrontation finale. Il posa sa main sur la poignée, mais avant qu'il ne puisse la baisser, une voix familière et glaciale retentit dans les haut-parleurs du plafond. « Julien, mon cher Julien, vous avez toujours eu ce goût fâcheux pour le mélodrame, tout comme votre sœur avant son malheureux accident. » La voix de Maître Arnaud n'était plus onctueuse. Elle était tranchante, dénuée de tout artifice, révélant le prédateur tapi derrière l'homme de loi. Ce que vous allez trouver derrière cette porte ne vous apportera aucune paix, seulement une responsabilité que vous n'êtes pas prêt à assumer. Julien ignora la menace et poussa la porte avec toute la force que lui donnait sa rage accumulée depuis le cimetière. La pièce qu'il découvrit n'était pas une cellule de prison, mais une suite médicale luxueuse, équipée des technologies les plus avancées et les plus coûteuses. Au centre, entourée de moniteurs dont les bips réguliers étaient le seul signe de vie, une femme reposait sur un lit blanc immaculé. Clara était là, son visage d'une pâleur de porcelaine, ses yeux fermés comme dans un sommeil éternel dont personne n'aurait le secret. Ses mains, celles que Julien avait tenues tant de fois lorsqu'ils étaient enfants, étaient reliées à des tubes de plastique transparents. Mais ce qui attira l'attention de Julien, ce fut l'appareil posé sur la table de nuit, une tablette électronique affichant des documents financiers en attente de signature. Il comprit soudain l'horreur absolue de la situation. Il ne la maintenait pas en vie par amour ou par remords, mais comme une banque de données organiques. Tous les mois, il la réveillait artificiellement, juste assez pour obtenir son empreinte digitale ou sa signature électronique sur des sessions d'actifs. Clara n'était plus une héritière, elle était devenue une clé de coffre-fort vivante, condamnée à une agonie de papier entre deux injections de sédatifs. Élise s'approcha du lit, ses mains de soignante retrouvant immédiatement les gestes de précision pour vérifier les constantes de la jeune femme. Elle remarqua une anomalie sur le rapport de perfusion, une substance qui n'aurait jamais dû se trouver dans le sang d'une patiente en convalescence. C'était un paralysant neuromusculaire, utilisé pour empêcher tout mouvement volontaire, même si l'esprit de la patiente était parfaitement conscient. Clara n'était pas dans le coma, elle était enfermée à l'intérieur de son propre corps, capable de tout entendre et de tout sentir, mais incapable de crier sa douleur. Julien s'effondra à genoux près du lit, prenant la main de sa sœur, une main chaude mais inerte qui semblait pourtant frémir sous son contact. « Je suis là, Clara, je suis là », murmura-t-il,
les larmes coulant enfin librement sur ses joues, lavant une année de mensonges. Soudain, les lumières de la chambre s'éteignirent, plongeant la pièce dans une pénombre seulement troublée par les voyants rouges et verts des machines. Un bruit de pas lourds et cadencés résonna dans le couloir. Plusieurs hommes s'approchant avec une intention qui n'avait rien de médical. Maître Arnaud venait de décider que le temps des négociations était terminé et que la clinique allait devenir le tombeau définitif des deux Vigny. Julien se redressa, son regard croisant celui d'Élise dans l'obscurité, et il vit dans ses yeux une résolution qui dépassait la simple survie. Ils étaient piégés au sommet d'une montagne, entourés d'ennemis armés, avec une femme incapable de bouger et un enfant terrifié. Mais dans sa main, Julien sentit soudain une pression infime, presque imperceptible, comme si Clara utilisait sa dernière once d'énergie pour lui dire quelque chose. Ce n'était pas un adieu, c'était un avertissement, une indication vers un secret encore plus noir, caché sous les draps de ce lit de souffrance. Que cachait encore ce corps maltraité, et quel prix Julien allait-il devoir payer pour sortir sa sœur de cet enfer de glace et d'acier? Le fracas de la porte d'acier contre le mur de béton résonna comme un coup de tonnerre dans la chambre stérile, brisant le dernier lambeau de silence. Maître Arnaud entra le premier, son costume sur mesure impeccablement ajusté, malgré l'heure tardive et l'isolement de ce lieu sinistre. Derrière lui, deux hommes dont la carrure ne laissait aucun doute sur leur fonction de nettoyeur, bloquaient l'unique issue de la pièce. L'avocat ajusta ses lunettes avec une lenteur calculée, ses yeux froids balayant la scène. Julien à genoux, Élise protégeant son fils, et Clara l'héritière fantôme, captive de ses propres gènes. « Julien, vous avez toujours eu cette curiosité malsaine qui finit par consumer ceux qui ne savent pas rester à leur place, » déclara Arnaud, d'une voix dépourvue d'émotion. Il ne semblait pas inquiet, comme s'il avait déjà prévu cette intrusion et qu'il tenait encore toutes les cartes d'un jeu dont il avait lui-même dicté les règles. Julien se releva lentement, ses mains tremblantes de rage, mais ses yeux brillants d'une clarté qu'il n'avait jamais possédée auparavant. Il regarda cet homme qui avait été son mentor, celui qui avait géré les affaires de la famille de Vigny pendant 3 décennies avec une loyauté apparente. Il comprit que la loyauté d'Arnaud n'avait jamais été envers la famille, mais envers la fortune qu'elle représentait et qu'il était prêt à tout pour la conserver. « Vous l'avez gardé ici comme un meuble, comme un compte en banque qu'on interroge quand on a besoin de liquidité, » cracha Julien, sa voix vibrant d'un dégoût profond. L'avocat eut un petit rire sec, un son qui ressemblait au craquement de feuilles mortes sous les pieds d'un marcheur indifférent. « Nous avons préservé l'Empire, Julien. Sans ces signatures, vos oncles auraient tout dilapidé en 6 mois et vous seriez aujourd'hui à la rue. » Pendant qu'Arnaud se lançait dans sa justification glaciale, Élise ne restait pas inactive, ses doigts agiles travaillant dans l'ombre du lit médicalisé. Elle avait remarqué que le moniteur de perfusion possédait un port USB de service, une faille de sécurité que les ingénieurs de la clinique avaient négligée. Discrètement, elle y connecta le petit appareil qu'elle avait dissimulé dans sa poche depuis leur départ précipité de la ville, un enregistreur de données cryptées. Julien fit un pas vers Arnaud, ignorant les 2 gorilles qui se tendirent, prêts à briser ses os sur un simple signe de leur patron. « L'accident de voiture, c'était vous aussi ?» demanda-t-il, cherchant à obtenir l'aveu final qui scellerait le destin de l'homme de loi. Arnaud sourit, un sourire de prédateur qui sait qu'il a déjà gagné et qui ne craint plus de révéler sa véritable nature à sa proie. Une simple erreur de trajectoire sur une route glissante, Julien. Personne ne peut prouver qu'un capteur de freinage a été saboté à distance. C'était l'aveu qu'Élise attendait, le fragment de vérité qui manquait pour transformer une suspicion en une condamnation irréfutable. Mais Arnaud n'était pas un amateur, et il fit un signe de tête à ses hommes, l'heure des aveux étant terminée pour laisser place au nettoyage. C'est à cet instant que le miracle se produisit, ou peut-être était-ce simplement la volonté d'une femme qui refusait de mourir dans le silence. Clara, que tout le monde croyait incapable du moindre mouvement, ouvrit les yeux, non pas avec l'égarement d'une convalescente, mais avec une lucidité terrifiante. Sa main se referma sur le bras de l'un des gardes avec une force que seul le désespoir peut insuffler, le surprenant en plein élan. Le tumulte qui suivit fut un chaos de cris, de bips d'alarme médicale et de bruits de lutte qui résonnèrent dans toute la clinique. Julien se jeta sur le second homme,
utilisant sa colère comme une arme, tandis qu'Élise protégeait son fils sous le chariot de soins. Mais le véritable coup de théâtre vint de l'extérieur, là où personne ne s'attendait à voir surgir la justice dans ce désert de glace. Le juge de province n'était pas resté passif. Il avait utilisé les informations de Julien pour mobiliser une unité de gendarmerie spécialisée dans les crimes financiers et les enlèvements. Le toit de la clinique fut envahi en quelques secondes par des hommes en noir, descendant en rappel comme des anges vengeurs dans cet enfer médical. Arnaud tenta de s'emparer de la tablette pour effacer les traces de ses transactions, mais Julien fut plus rapide et la lui arracha des mains. « C'est fini, maître. Votre empire de papier est en train de brûler, » murmura Julien, alors que les menottes se refermaient sur les poignets de l'avocat. Arnaud perdit enfin son calme, son visage se décomposant, alors qu'il réalisait que sa carrière et sa liberté venaient de s'évaporer dans l'air froid des Alpes. On emmena les coupables, mais le véritable combat commençait seulement pour Clara, qui luttait désormais pour reprendre le contrôle de ses sens. Si vous avez été touché par cette histoire de survie et que vous croyez que la vérité finit toujours par triompher, inscrivez-vous au canal pour ne jamais oublier que la justice est possible. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de révélations qui secouèrent les fondations mêmes de la haute société et de la finance nationale. Les oncles de Julien furent arrêtés les uns après les autres, trahis par les données que Clara avait réussi à crypter dans son carnet rouge avant l'accident. La holding de Vigny fut placée sous administration judiciaire, mais Julien s'en moquait éperdument, car il avait retrouvé ce que l'argent ne peut acheter. Clara fut transférée dans une unité de rééducation de pointe, où elle apprit à nouveau à parler, à marcher et à regarder le soleil sans crainte. Elle révéla que pendant toute cette année de captivité, elle avait entendu les voix de ses bourreaux, enregistrant chaque détail de leur trahison dans sa mémoire. Julien restait à son chevet chaque jour, réparant patiemment le lien qu'ils avaient cru brisé à jamais par le mensonge d'une tombe vide. Élise, quant à elle, ne retourna pas à sa vie de misère et d'anonymat dans sa banlieue déshéritée. Julien s'assura que son nom soit totalement réhabilité et créa une fondation pour la protection des lanceurs d'alerte, dont il lui confia la direction. Son fils grandit désormais loin de la peur, dans une sécurité que sa mère avait payée au prix fort de son courage et de sa ténacité. Le cimetière privé de la famille fut transformé en un parc public, un lieu où le silence n'était plus fait de secrets, mais de paix retrouvée. La tombe de marbre blanc fut démontée, et à sa place un simple banc de bois fut installé, invitant les passants à se reposer sous l'ombre des cyprès. Julien s'y rendit une dernière fois, seul, pour dire adieu non pas à sa sœur, mais à l'homme qu'il était avant cette rencontre avec Élise. Il se souvint des paroles de la veuve. « Ne pleurez pas, la tombe est vide, elle est partie avec. » Elle ne parlait pas seulement de Clara. Elle parlait de l'âme de cette famille qui s'était égarée dans la cupidité et qui venait de renaître dans la vérité. La justice avait été brutale, mais elle avait été totale, ne laissant derrière elle que la promesse d'un avenir bâti sur des fondations honnêtes. Certaines vérités choisissent le pire moment pour apparaître, mais elles sont les seules capables de nous rendre notre humanité. Le dossier des de Vigny est désormais clos, mais ses enseignements résonneront longtemps dans l'esprit de ceux qui ont osé regarder dans l'abîme. Quel autre mystère, tapi dans l'ombre des grandes fortunes ou des secrets de famille, devrions-nous explorer pour notre prochaine investigation? Inscrivez-vous au canal pour ne pas manquer nos prochaines révélations, car chaque histoire mérite que sa vérité soit enfin déterrée. Le silence est parfois la loi, mais la parole est toujours la liberté.